Voilà. Bon, voilà le thème de notre sujet. La prospection digitale, un accélérateur de croissance low cost. On est vraiment dans l'opérationnel. On a décidé pour vous cet après-midi de rester vraiment les pieds bien ancrés dans la terre et dans la vraie vie, celle de tous les jours dans les entreprises. Et mon propos, c'est de partager avec vous en fait une méthode pour réfléchir en fait à là où vous en êtes et au potentiel de développement qui est devant vous si vous maîtrisez bien les technologies. Et donc j'ai envie de partager vraiment des expériences, des exemples, des statistiques, des outils, de telle sorte qu'en sortant de la conférence, vous puissiez vous-même les appliquer. Alors, dans l'auditoire, j'aimerais bien savoir un petit peu qui vous êtes. Combien parmi vous, si vous pouvez lever la main, travaillent dans une entreprise du secteur marchand? Une entreprise commerciale qui vend des produits. OK. Dans ceux d'entre vous qui travaillent dans des entreprises qui vendent des produits, combien dans des entreprises qui font plus de 250 millions de chiffre d'affaires? OK. En dessous de 10 millions de chiffre d'affaires? Vous êtes plutôt au milieu. OK. Et pour les autres, consultants, journalistes, universités, académiques, oui? Services? Produits et services. D'accord. OK. Bon. On est entre nous cet après-midi, donc si vous voulez que je m'ajuste, n'hésitez pas. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. On peut prolonger une conversation sur un slide. Enfin, on peut s'ajuster. L'agenda est au tableau ici. Donc, le premier, je voudrais voir avec vous si vous voyez les mêmes changements dans le monde commercial qui vous entoure que nous voyons. La deuxième chose, je voudrais vous donner une image de ce qu'il est possible de réaliser et d'accomplir aujourd'hui si vous maîtrisez le digital dans le domaine du développement commercial. J'aimerais vous montrer en fait le niveau de performance économique auquel on peut prétendre. Je voudrais ensuite vous montrer comment dans la vraie vie concrètement on peut influencer sur Internet à travers ses communications et les techniques les prospects. Et la troisième chose, je voudrais vous montrer 3 fonctionnalités liées à la technologie qui décuplent la puissance du marketing aujourd'hui si vous savez utiliser les technologies. Donc ça, c'est la partie état de l'art qui est au centre ici. Et ensuite, la troisième partie, c'est vraiment vous donner une espèce de feuille de route en vous aidant en fait à vous évaluer, à définir un peu la marge de progression. Ensuite, regardez comment optimiser les méthodes de prospection chez vous. Et la troisième partie, ce sera vraiment d'opérationnaliser. Et là, c'est toute une partie très didactique où je vais partager un certain nombre des outils qu'on utilise nous-mêmes avec nos clients. Si vous êtes intéressé par notre activité, parce que ce n'est pas du tout mon propos cet après-midi, vous avez ici les quelques lignes qui décrivent en gros ce que nous faisons. J'en ai parlé tout à l'heure si vous étiez là. Et ces liens-là sont des liens de ressources pour vous. Donc on a prévu un certain nombre d'outils qui seront à votre disposition sur le site internet, certains dès ce soir, d'autres dès lundi. Et donc vous avez les liens, vous avez la page de la société, vous avez le blog sur lequel on va publier les outils que je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est mon profil LinkedIn si vous êtes intéressé pour vous connecter sur les réseaux. Ici, vous avez les comptes Twitter. Ça, c'est le site de la conférence dont Christian parlait tout à l'heure. Et là, vous aurez de l'information, pas seulement sur ma prestation cet après-midi, mais l'ensemble des intervenants que vous avez vus en début d'après-midi. Et puis, si vous avez envie cet après-midi de tweeter et éventuellement de poser des questions, il y a un certain nombre de nos collaborateurs dans l'assistance qui vont suivre en fait le fil Twitter et qui, si on n'a pas le temps de répondre à vos questions dans l'après-midi, éventuellement vous recontacteront après si vous le souhaitez. Donc vous pouvez aussi l'utiliser. Et vous avez mes coordonnées sur la droite. Alors, je voudrais en fait parler un peu de cette nouvelle réalité commerciale, mais en des termes concrets. Et moi, mon propos est essentiellement B2B. Alors, j'ai préparé 3 statistiques parce qu'elles me paraissent tout à fait éloquentes quant au changement en profondeur qu'on observe dans la dynamique d'achat et de vente B2B. La première, c'est 54%. Et c'est pour réaliser en fait un chiffre d'affaires relativement constant par rapport à l'année précédente ou il y a 2 ans. En fait, les entreprises constatent qu'il faut générer beaucoup plus d'intérêt sur le marché. En gros, il faut investir beaucoup plus, il faut parler à beaucoup plus de monde pour simplement réussir à conserver en fait un chiffre d'affaires plat. La deuxième statistique qui suit, 66%, parle en fait du changement de comportement des prospects. Et on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans la propos,
Il y a tellement d'informations de qualité pertinentes à profusion qui sont disponibles sur Internet que finalement, contrairement à il y a quelques années, les prospects peuvent très bien réfléchir à leurs problématiques, définir le périmètre d'un projet, voir ce que leurs pairs ont déjà réalisé, trouver des bonnes pratiques, des exemples de solutions, des modèles économiques, etc. Et finalement, ils peuvent cheminer par eux-mêmes sans avoir besoin de parler à un commercial pour les informer, sans avoir besoin de l'expertise professionnelle du commercial, et définir en fait leur shortlist de prestataires avec globalement une assez bonne idée de ce qu'ils vont aller rechercher sans avoir parlé à un commercial. C'est quand même un changement en profondeur parce que les commerciaux, on leur apprenait jusqu'à maintenant dans le B2B à influencer les appels d'offres en amont du cycle pour pouvoir être placés de manière positive. La troisième statistique, c'est 8%. Et là, ça parle en fait d'un changement d'efficacité dans les méthodes de prospection. 8% seulement des affaires signées en B2B ont trouvé en fait leur origine dans des méthodes de prospection conventionnelles que sont la participation à des salons, que sont le marketing direct et que sont la prospection téléphonique. Or, ces dépenses marketing coûtent en général plus de la moitié du budget marketing. Donc il y a vraiment un changement en termes d'efficacité économique des méthodes de prospection et évidemment beaucoup au bénéfice du digital. Globalement, pour ceux d'entre vous qui sont sur le terrain un peu au quotidien, quels sont ceux qui voient un peu ce genre de choses? Les statistiques varient d'un secteur à l'autre, mais globalement, est-ce que vous constatez les mêmes choses? Est-ce que vous voyez à peu près les mêmes choses? Oui? Les professionnels, je vois quelques têtes qui hochent. Ok. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle réalité qu'on vit au quotidien et par rapport à laquelle il faut trouver des solutions si on veut continuer à prospérer, si on veut continuer à employer, etc. Donc c'est vraiment très, très important. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a effectivement le contexte économique, à n'en pas douter. On n'en a pas parlé, mais la conjoncture est quand même très très difficile. On a parlé d'hyper-choix tout à l'heure, c'est-à-dire que les marchés sont quand même très saturés, très concurrentiels. Et les entreprises dépensent quand même un peu au compte-gouttes. Elles n'ont pas des marges de manœuvre financières telles qu'elles peuvent vraiment faire des choses extraordinaires. Donc il y a quand même la conjoncture économique qui est toujours présente et qui influence cette situation. Et la deuxième, évidemment, c'est l'Internet, dans ce qu'il a changé en termes de comportement, d'accès à l'information, etc. Je voudrais vous proposer maintenant, en 1 minute, une petite vidéo qui a été faite par des collègues au Canada qui décrit un peu cette situation et ensuite je vous aiderai à la décrypter. Donc là je me remets en Marlon Brando. Ne m'appelez pas le client. Ne m'appelez pas le consommateur. Je suis pas un numéro de commande. Je suis pas une entrée dans votre base de données. Et je ne suis pas une opportunité dans votre CRM. Je suis une personne. Et même si j'achète ou non votre produit, ça ne veut pas dire que je ne vaux rien pour vous. Mais le monde a changé. Et moi aussi. Je suis plus informé, plus engagé et plus connecté que jamais. J'ai beaucoup plus d'opinions et je les partage rapidement, autant avec mes amis qu'avec des étrangers. Même si je ne suis pas dans votre magasin ou sur votre site web, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous préoccuper à m'impressionner. Mon opinion améliore votre produit. Mes recommandations vous amènent des clients. Mon degré de satisfaction affecte vos résultats. Je pourrais être votre meilleur ambassadeur. Ou votre pire ennemi. Avec un seul message, je peux vous louanger ou vous écraser. Ma voix a de l'influence. Ma portée est infinie et plus que jamais, je suis en contrôle. Pour ce qui est des compagnies qui refusent de me respecter, qui m'interrompent, qui m'agressent et qui me dérangent, eh bien, je vous laisse tomber. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes de...
s'est passé 3 choses. Je n'ai pas tellement le temps de développer ici avec vous, compte tenu de la diversité de l'auditoire, mais le comportement de vos prospects a changé. Ils s'attendent en fait à trouver beaucoup plus d'informations que vous lui fournissiez jusqu'à présent, pas seulement sur vos produits, mais éventuellement sur ses enjeux, sur les modèles économiques, sur ses problématiques, sur ses concurrents. Ils s'attendent à avoir une expérience qui est continue, que ce soit sur Internet, dans un centre d'appel, quand ils rencontrent un responsable produit ou un commercial. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc le premier enjeu pour nous, c'est est-ce qu'on est vraiment en mesure de s'adapter, et notamment grâce au digital, à cette nouvelle attente du consommateur. Le deuxième, c'est que vous ne pouvez plus aujourd'hui faire l'économie des technologies. C'est-à-dire les entreprises qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies du marketing digital sont en grand danger. Parce que ce prospect-là, vous allez le toucher principalement par le digital. Regardez combien nous sommes cet après-midi dans une salle de conférence, dans un salon. Une trentaine. Imaginez combien de personnes, de centaines, de milliers de personnes, vous pouvez toucher en publiant un article sur les réseaux sociaux. Un seul article. Et en plus de ça, contrairement à moi cet après-midi, cet article, vous allez l'orienter exactement auprès des auditoires, des audiences qui sont votre marché. Donc vous voyez, les technologies sont absolument incontournables. Et je pense qu'en France, par rapport aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, il y a un retard de plusieurs années dans la maîtrise de ces technologies qui est extrêmement grave. Et le troisième facteur, qui est une énorme opportunité, c'est que pour les entreprises qui sont capables de reconfigurer en fait la bonne combinaison de méthodes entre le marketing conventionnel, le digital et l'activité des commerciaux, un monsieur qui posait la question tout à l'heure sur le rôle des commerciaux, c'est-à-dire réinventer le rôle de chacune de ces composantes dans un tout qui est cohérent et qui est efficace, eh bien en réalité, il y a soit une accélération de la croissance avec un même budget de dépenses, soit des économies à réaliser pour un même résultat. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau modèle économique du fait que les activités de marketing et de prospection liées à l'Internet sont en fait extrêmement bon marché par rapport à la participation à des salons, à du marketing direct, à de la prospection téléphonique. Donc il y a une vraie opportunité économique pour les entreprises qui savent maîtriser les 2 premières dimensions. Alors, première chose, la performance économique. Voici un benchmark qui a été fait par un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans l'automatisation du marketing et qui démontre en fait, ici vous avez l'indice, la cotation, la valeur la croissance du chiffre d'affaires des entreprises qui sont cotées sur l'indice Standard & Poor's de la bourse de New York. Et vous voyez que sur une période de 4 ans, la croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises était de l'ordre de 20%. Cette courbe-là indique celle des entreprises dans le panel qui utilisent des logiciels qui permettent d'automatiser en fait le processus de prospection digitale, le processus de marketing. Et vous voyez que leur croissance est supérieure de quand même la moitié par rapport au panel de base puisqu'il est de 31%. Et dans cette courbe-là, vous avez, au-delà de la maîtrise des technologies, les entreprises qui ont réussi à réinventer en fait leur marketing et leur process de vente, qui maîtrisent l'ensemble des nouvelles communications et des nouvelles techniques, et celles-ci sont dans un rapport de x5 par rapport à la courbe du bas. Donc ça, c'est l'effet, on va dire, sur l'accélération du chiffre d'affaires. Alors celui à gauche a été fait par une entreprise d'origine américaine mais qui est implantée en France qui s'appelle Eloqua. Celle-ci est faite par un cabinet d'analyse spécialisé dans le marketing et la vente qui s'appelle Sirius Décision. Et elle porte en fait sur la rentabilité des dépenses commerciales. Ceux d'entre vous qui sont dans le domaine marketing et commercial utilisent peut-être la représentation visuelle de l'entonnoir. Dans certaines entreprises, ça s'appelle un funnel, si on est d'origine anglo-saxonne. Dans le marketing, dans d'autres, ça s'appelle un pipeline, si c'est plutôt orienté commercial. Mais globalement, ça représente visuellement, pour un objectif de chiffre d'affaires donné, le nombre de marques d'intérêt finalement que vous devez créer sur un marché. Comme peut-être cet après-midi, 2-3 personnes dans l'assistance vont trouver intéressant le propos. Et puis ensuite, le reste, c'est toutes les étapes intermédiaires de la conversation qui va amener ces personnes qui manifestent un premier niveau d'intérêt à l'arrivée, commander un produit ou un service chez vous. Et donc, ce qu'on observe sur ces 3 funnels comparés, ici, vous avez des entreprises qui débutent dans la prospection digitale. Ici, vous avez les meilleurs de la classe. C'est qu'en fait, il y a aussi un effet d'économie. C'est-à-dire que pour un même volume
d'intérêt marketing généré sur un marché, qui est de l'ordre de 13 600 marques d'intérêt en haut du funnel. Une entreprise qui débute et qui maîtrise peu ces techniques va générer 35 affaires. Je me souviens plus de la valeur moyenne des affaires. On peut la recalculer puisqu'il y a le total ici. Et va donc générer un chiffre d'affaires de 35 millions. Les entreprises ici qui sont les meilleures de la classe, pour un même investissement marketing, entre guillemets, et un même effet tout en haut du funnel, vont générer un chiffre d'affaires qui est 5 fois supérieur. Et on voit en fait les effets ici sont dans les taux de conversion, sont dans l'efficacité en fait de la communication, de la relation avec les prospects, qui fait qu'on va convertir en fait beaucoup plus de marques d'intérêt de départ qui vont devenir in fine des clients. Donc on a un rapport sur ces deux axes, l'accélération de la croissance et la rentabilité des dépenses marketing, qui est quand même de x5. C'est une énorme opportunité pour les entreprises qui savent les maîtriser. La deuxième chose que je voudrais montrer qui est extrêmement concrète, c'est, ok, très bien, on a compris les enjeux, les prospects ont changé, mais comment est-ce qu'on fait? Donc là, ce que je voudrais vous montrer un peu concrètement, c'est comment est-ce qu'on peut s'y prendre à travers des communications digitales pour finalement orienter un prospect dans son cheminement intellectuel à travers ses recherches. Pour ça, j'ai choisi un exemple réel qui est celui d'Alcatel-Lucent, pour lequel on a monté un programme de promotion d'une technologie de communication unifiée. Ce sont des outils de télécommunication qui aident les entreprises en fait à collaborer de manière beaucoup plus efficace dans un contexte de mobilité, de force de travail qui est distribuée à travers des bureaux sur la planète, etc. La première chose ici, c'est de choisir en fait un thème. Malheureusement, les couleurs sortent pas très bien sur cet écran. Un thème qui vous permette en fait de communiquer d'une manière originale et mémorable. Parce que l'une des difficultés quand même, c'est de sortir du lot. Il y a tellement de bruit sur Internet, il y a tellement de concurrents, il y a tellement de produits, on est tellement pris par toutes ces communications, il faut quand même sortir du lot. Donc là, on va dire les compétences de communication naturelles, pas nécessairement digitales, sont quand même extrêmement importantes. Donc ici, on a choisi le thème des mutations, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'être un mutant pour collaborer efficacement en entreprise, et on l'a décliné dans des vidéos humoristiques pour faire un peu de buzz et attirer un petit peu l'attention du marché, en différence des communications plus conventionnelles des concurrents d'Alcatel-Lucent. La deuxième chose, c'est d'être capable finalement de parler à vos prospects, pas seulement de vos produits, ça c'est quand même le basique, mais ils ne sont pas toujours en situation d'intérêt ou d'écoute par rapport à vos produits. S'ils sont en début de leur réflexion, ce qui va les intéresser, c'est qu'évidemment, éventuellement, vous veniez nourrir leur réflexion par rapport à leurs enjeux, à leur marché, à leurs risques, à leurs opportunités, à ce qu'ils sont en mesure de faire. Donc, sur le terrain des enjeux, on a développé des supports de communication un peu particuliers qui s'appellent les infographies, qui sont des sortes de livres blancs visuels. C'est-à-dire on les consomme rapidement, au lieu d'avoir à lire des livres de 10, 20, 30, 40 pages. C'est quand même assez fastidieux et pas tellement dans l'air du temps, surtout si on est en début de cycle et qu'on cherche à capter l'attention d'un prospect. Et bien finalement, on va poser une problématique qui est ici celle de la problématique de la mobilité. Vos collaborateurs sont à distance, comment pouvez-vous faire pour qu'ils soient efficaces à distance et qu'il y ait toujours ce rapport humain entre les personnes qui les rend efficaces en équipe. Et vous allez illustrer vos propos, votre propos, étape par étape, à travers une assertion, une affirmation qui est confortée par quelques statistiques que vous allez aller trouver chez des analystes, des spécialistes, des consultants, des experts, qui vont légitimer votre propos. Et ensuite, la créa va faire le reste. C'est-à-dire que le visuel derrière va vous aider à raconter l'histoire. Et ça, ce sont des supports qui, se consomment très vite, sont très clairs et votre message passe bien, et en plus relativement viraux. Donc on parlera tout à l'heure de diffusion sur Internet, mais les infographies, ça se télécharge, ça se partage entre amis, dans les réseaux, etc. Et c'est tout bénéfice pour l'entreprise qui les a développés. Donc ici, vous devez avoir des communications qui parlent en fait des enjeux de vos prospects. Ensuite, évidemment, au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur réflexion, ils vont se dire, OK, on a défini notre problématique, les problèmes d'efficacité de la collaboration dans notre entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour les résoudre? Donc, vous êtes sur le territoire des solutions, pas de vos produits, des solutions à leurs problématiques. Et là, on a un certain nombre de guides, de solutions, et vous voyez que celui-ci est orienté finance. Ce qui est intéressant dans la communication digitale, c'est que dans un cycle d'achat complexe en B2B, vous n'avez pas qu'un interlocuteur qui intervient en cycle de décision. Vous avez éventuellement un patron opérationnel,
mais il va devoir justifier en fait son investissement auprès d'un patron financier. Et en général, il y a le patron technique qui va dire oui, mais attends, ça c'est pas possible compte tenu de notre infrastructure, etc. Donc vous pouvez très bien en fait réfléchir au processus de décision et d'achat, identifier les types d'interlocuteurs qui participent à la prise de décision, et ensuite développer des communications qui vont les cibler individuellement. Et ça, beaucoup d'entreprises dans le B2B ne font toujours pas. Elles communiquent bien sur leurs produits et l'application de leurs produits pour une communauté peut-être opérationnelle ou technique. Et c'est encore assez rare que les entreprises aident les directions financières à justifier économiquement un investissement dans leurs produits, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième type ici. Une fois que vous avez développé ces contenus et que vous en avez assuré la promotion sur Internet, je vous montrerai comment tout à l'heure, l'idée, un peu comme sous la forme d'un entonnoir, c'est d'encourager à travers des liens successifs vos prospects à venir s'auto-évaluer. Et là, on a monté un auto-évaluateur sur une base de 9 situations qui sont des situations de collaboration facilitées par la technologie. On leur demande de se noter. Et la différence ici, c'est que vous allez les engager parce que vous leur racontez plus une histoire, vous leur demandez à eux de s'auto-évoluer et de définir en fait leur marge de progression. Ça, ce sont des outils de conseil interactif. Et derrière, une fois que vous avez, grâce au formulaire, puisque c'est quand même un contenu de communication qui est perçu comme à forte valeur ajoutée, vous pouvez demander en échange un certain nombre d'informations à la personne qui va le télécharger gratuitement, commencer à connaître la personne et à comprendre ses centres d'intérêt. À partir de là, vous pouvez commencer éventuellement une qualification téléphonique, mais très consultative, de type nous avons vu que vos scores sont de temps, vous avez 3 situations sur lesquelles ceci, cela, est-ce qu'on peut organiser un entretien avec un expert chez nous, etc. Donc très consultative et très peu intrusif. La mécanique tout autour en termes d'automatisation, c'est que dans toutes ces communications, vous avez des liens qui encouragent les lecteurs à aller d'une communication à l'autre, et dans toutes ces communications, vous avez un bouton, un appel au clic qui les encourage en fait à s'auto-évaluer. Donc quelles que soient les communications qui ont réussi à attirer l'attention de vos prospects, vous allez sans cesse essayer de les faire entrer dans l'auto-évaluation pour capter des informations personnelles dans votre logiciel. Sur la partie de gauche, c'est l'aspect de promotion. Donc vous allez promouvoir ces différents contenus de communication des campagnes d'emailing sortantes sur votre base de données et par des publications régulières sur les médias sociaux pour les gens que vous n'avez pas dans votre base de données. Et vous pouvez séquencer ces communications comme dans la vraie vie, une première, une deuxième, une troisième, pertinente, logique, non intrusive, non commerciale. Ce qui fait qu'au lieu d'aller frapper à la porte pour essayer d'intéresser vos prospects, vous allez simplement mettre des bouchons à la mer et puis attendre que ça morde. Et vous allez travailler le marché en arrière-plan et les faire venir vers eux. Dans la terminologie du secteur, on appelle ça aussi l'inbound marketing. Voilà concrètement comment on s'y prend. La deuxième partie, c'est la techno. Dans la techno, il y a plein de technos. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on peut s'y perdre, on peut se dire c'est complexe. Il y a des technos fondamentales, puis il y a des technos périphériques. Il y a des technos dont on ne peut pas se passer et dont les débutants doivent se doter. Et puis ensuite, il y a des technos complémentaires que les gens un peu plus aguerris peuvent acquérir en complément de ce qu'ils ont déjà. Moi ici, je suis sur les technos fondamentales, je dirais pour toutes les entreprises, que toutes les entreprises doivent savoir maîtriser. Et dans ces technos fondamentales, je voudrais mettre en avant 3 fonctionnalités qui révolutionnent la possibilité que vous avez de toucher votre audience de manière efficace. La première, c'est l'intelligence que vous gagnez sur qui sont les gens qui viennent visiter, consommer vos contenus de communication et quels sont leurs centres d'intérêt et à quel niveau en fait de maturité ils en sont par rapport éventuellement à un acte d'achat. La deuxième ici, c'est l'efficacité de vos commerciaux lorsqu'ils vont qualifier leurs prospects et préparer un entretien commercial. Et la troisième ici, c'est, vous allez me dire, c'est peut-être super compliqué de publier dans les réseaux sociaux compte tenu de la masse des gens qu'il nous faut toucher. Eh bien, en réalité, avec ces technologies-là, c'est très facile de publier une information personnalisée en grand nombre, en masse. Donc, je voudrais vous montrer ces 3 fonctionnalités-là. On est ici dans une vue d'un logiciel de marketing automation, donc qui est branché sur votre site web et vos activités sur les réseaux sociaux, qui vous sert un peu de filet pour ramasser entre guillemets les prospects à la surface de l'océan. Et une fois que vous les avez ramassés, vous commencez à accumuler en fait des informations qualitatives. Ici, on est dans la base de données, dans une fiche contact. Donc c'est une personne individuellement.
Et ce que vous avez tout en haut, c'est finalement l'historique de vos interactions digitales. Donc vous savez quand vous êtes rentré pour la première fois en relation avec cette personne et où est-ce que vous en êtes jusqu'à présent. Vous savez qu'il y a 15 heures, il y a eu une interaction. Et ici, vous avez l'historique qualitatif. Donc vous voyez qu'en mai, il a reçu 8 emails, qu'il a fait 11 visites de votre site web. Et en haut, ici, sur le mois de juin, il a reçu 3 emails. Ici, vous avez le détail. Donc qualitativement, pour ce qui est des emails, vous voyez si les emails ont été ouverts. Il y a toujours des des liens dans les emails qui encouragent la personne à aller vers une autre ressource pour progresser dans sa réflexion. Vous avez ici une identification s'ils ont cliqué. Donc ça vous donne 2 informations qualitatives. Le premier, c'est par rapport à l'objet de l'email. Vous savez quel est le centre d'intérêt de la personne. C'est un sujet qui l'intéresse puisqu'il a ouvert l'email. Et ensuite, vous avez fait une proposition à l'intérieur de l'email. Par exemple, venez vous auto-évaluer. Et ça l'a intéressé puisqu'il a cliqué sur le lien. Donc vous identifiez vos visiteurs et vos prospects nominativement individuellement et vous commencez à découvrir un peu leur centre d'intérêt. Quand vous devenez un peu plus aguerri, vous pouvez voir à travers l'activité, c'est presque le body language, le langage du corps digital. Vous voyez en fonction des visites et des contenus de communication qu'ils consomment, vous voyez où ils en sont en fait dans leur réflexion. Si vous commencez à voir qu'à un certain moment, il y a d'autres personnes de l'entreprise qui viennent visiter votre site web, que certaines d'entre eux sont allés voir votre page de prix, par exemple, ou vos références clients et des études de cas qui démontrent les résultats, vous pouvez penser qu'ils sont un peu avancés dans leur réflexion et que c'est peut-être le bon moment pour avoir une conversation commerciale. Et c'est à ce moment-là que vous passez la main aux commerciaux qui vont, eux, en toute connaissance de cause, prendre le relais et entrer dans un engagement plus commercial. Et la deuxième vue ici, c'est justement la maison des commerciaux. Donc si vous êtes équipé de CRM, ici c'est salesforce.com, les commerciaux n'ont pas besoin de connaître le logiciel précédent que je vous ai montré, qui est en général plus utilisé par le marketing, mais en revanche, ils ont la même information. Donc là, vous êtes dans une fiche contact de la même personne, du même prospect. Vous avez ici une insertion des mêmes données historiques que celles que je vous ai montrées précédemment. Et en haut, vous avez les informations sur le contact. Vous remarquerez qu'avec Salesforce, vous avez même automatiquement une identification des canaux sociaux par lesquels vous pouvez rentrer en communication avec cette personne. Donc vous avez immédiatement, là normalement il y a la petite photo qui s'affiche, et ça c'est le logiciel qui va chercher l'information sur les réseaux. Vous n'avez rien à faire. Vous avez le profil LinkedIn, vous avez le compte Twitter et un certain nombre d'autres réseaux sociaux. Quand vous êtes commercial, c'est bien pratique pour aller qualifier votre interlocuteur, savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait, quels sont ses réseaux d'influence, quelle est la taille de l'entreprise, quels sont les produits qu'ils vendent, etc. Et en bas ici, vous avez l'activité classique dans un CRM qui est de suivi des activités commerciales par les commerciaux. Donc en réalité, dans un logiciel comme celui-là, quand il est interfacé, vous avez toutes les informations qui permettent à un commercial de qualifier un prospect, de savoir si c'est le bon moment de le contacter, si c'est la bonne personne, et ensuite de préparer surtout son entretien pour être très très efficace d'emblée. C'est-à-dire que tout le travail initial de découverte commerciale a été fait en amont sur Internet, il n'est plus à faire. Vous pouvez déjà commencer par quelque chose de très pertinent, en disant j'ai vu que vous avez tel besoin, enfin vous avez réagi de telle façon, dans l'auto-évaluation il y a ces 3 sujets qui semblent être au cœur de vos intérêts, etc. etc. La troisième vue que je voudrais vous montrer, c'est la publication sur les réseaux sociaux. Parce que vous ne pouvez plus vous en passer. Pour toucher votre audience, il faut que vous communiquiez là où vos prospects vont pour s'informer. Donc il faut que vous maîtrisiez la publication sur Internet. Mais la publication sur Internet, c'est des centaines, des milliers de personnes, c'est plein de profils LinkedIn, des profils Viadeo, c'est potentiellement Facebook selon votre activité et d'autres réseaux sociaux. Donc potentiellement, c'est une masse de publications qui est énorme. Et faire ça à la main, c'est complètement inenvisageable. Grâce à ces logiciels ici, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure, le logiciel d'automatisation du marketing. Vous pouvez, choisir en haut les réseaux sociaux dans lesquels vous voulez publier. Là, j'ai choisi LinkedIn. Ensuite, vous allez choisir dans une bibliothèque d'articles que vous avez constitué, que le marketing rédige par exemple à longueur de temps. Vous allez éventuellement choisir un article qui a déjà été publié sur votre blog. Donc vous faites simplement attacher la pièce jointe. Il va le chercher dans le blog, il le met ici. L'article est immédiatement configuré comme il faut pour les réseaux sociaux.
C'est-à-dire la petite description, les formats techniques, etc. Tout ça est pris en charge. Vous n'avez pas besoin d'être techniquement compétent pour le faire. Il va apparaître à un bon niveau de qualité dans les réseaux sociaux. Et ensuite, vous décidez quand vous allez publier. Parce que vous pouvez programmer. Vous pouvez dire, je veux publier dans ce groupe-là, l'Axel, l'association de l'économie numérique, demain matin à 8h10. Les bonnes pratiques marketing, je vais attendre après-demain soir à 17h15. Et puis le troisième groupe ici, conseil pour un entrepreneur, je vais le faire plutôt dimanche soir, parce que je sais que les entrepreneurs, ils ont tendance à préparer leur semaine le dimanche soir. Et donc vous programmez votre publication. Et là, vous avez un effet qui est l'effet papillon. C'est-à-dire vous pouvez publier dans 10 groupes, dans 100 groupes, dans 1000 groupes, en une action. Donc vous voyez à quel point il est essentiel aujourd'hui de maîtriser ces technologies. Voilà pour l'état de l'art. Vous avez une photo de l'opportunité qui est devant vous et de ce qu'il est possible de faire en termes de performance économique, sur la façon de procéder en communication digitale et troisièmement sur les quelques technologies qu'il vous faut absolument maîtriser pour être performant. Ici, je vais partager avec vous quelques outils pour ceux d'entre vous qui sont les entreprises, qui ont envie de se tester, envie de progresser, etc. C'est la partie qui vous correspond. Donc ici, premièrement, il faut savoir vous évoluer. Hein, c'était la question qui m'était posée tout à l'heure pendant la table ronde. Comment est-ce qu'on s'y prend? En fait, en langage opérationnel simple, il faut que vous vous posiez 3 questions de base. La première question, c'est vos prospects vous trouvent-ils facilement là où ils vont s'informer sur Internet? La deuxième question, c'est vous communiquez sur Internet, mais quel est l'impact commercial de vos communications digitales? Et la troisième question, c'est évidemment vous avez un site web, mais est-ce que ce site web est efficace commercialement? Oui, c'est pas très compliqué à ce stade. Vous posez les bonnes questions. Sur la première question, c'est comme les lieux physiques. Si vous êtes là cet après-midi, il faut que je sois là. Donc il faut que vous soyez là où vos prospects vont pour s'informer. Donc le même concept de lieu physique existe sur Internet. Et donc si vous avez des prospects qui ont l'habitude tous les matins de lire leur page LinkedIn parce qu'ils sont accros aux réseaux sociaux, ils en ont compris l'intérêt et tous les matins ils lisent LinkedIn, il faut que vous soyez sur leur page LinkedIn. Si ce sont des gens qui sont affiliés dans des associations professionnelles et qui, plutôt que d'aller maintenant aux réunions, lisent en fait les notes, les comptes rendus, etc. sur les sites des associations, il faut que vous y soyez. S'ils sont abonnés à des médias qui disent aujourd'hui de plus en plus en ligne, dans le métro le matin sur un iPad, le soir avant de se coucher, etc., il faut que vous soyez dans ces lieux-là. Donc il y a toujours cette logique de lieu. Et puis il y a une deuxième logique qui est complémentaire, c'est que de plus en plus, vous, moi, vos prospects, quand ils se posent une question, eh bien, il y a des mots qui leur viennent à l'esprit et ils ont pris l'habitude de Google. Donc, ils vont poser ici une séquence de mots-clés. Alors, on n'en est plus dans les recherches d'il y a 5 ans. Ils ne vont pas chercher le nom de votre entreprise ou vos produits parce que s'ils ont cette information, ils vont aller directement sur votre site web. Non, ils vont associer des mots qui n'ont peut-être rien à voir avec votre entreprise et ses produits, mais qui sont peut-être en amont. C'est-à-dire, c'est peut-être ils sont en train de réfléchir à leurs problématiques. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de logistique de production? Et si vous vendez des systèmes de convoyage dans les entrepôts, à un moment donné, en tirant le fil, vous allez peut-être pouvoir chercher à les emmener vers vous. D'accord? Donc il faut que vous soyez bien référencé dans les moteurs de recherche pour sortir sur la première page de multiples fois devant vos concurrents. LinkedIn. Qu'est-ce que c'est devenu LinkedIn? LinkedIn a été un réseau de relations, un réseau de contacts professionnels pendant longtemps. Ils ont levé tellement d'argent, ils ont eu tellement de succès, 300 millions de membres. C'est plus juste ça LinkedIn aujourd'hui. Donc la question pour vous, c'est, vous avez peut-être un profil sur LinkedIn, ou sur Viadeo, ou sur Xing en Allemagne, ou sur un autre réseau social. Mais est-ce que vous savez vraiment pleinement exploiter toutes les potentialités de ce type de support? Et en réalité, posez-vous la question, est-ce que LinkedIn est toujours seulement un réseau de relations professionnelles ou est-ce que c'est devenu un média? Et est-ce que vous pouvez utiliser LinkedIn dans le cadre de votre prospection commerciale pour aller qualifier des interlocuteurs? Donc, je voudrais vous montrer 2 pages qui, je pense, illustrent l'extraordinaire évolution que LinkedIn a connue ces 2 dernières années, pas plus. Ça, c'est ma home page
Donc le matin, moi je lis toujours LinkedIn. Donc je me connecte sur ma homepage et voilà la vue que j'avais lorsque j'ai fait ces slides. Donc déjà, vous voyez, ça commence par quelque chose qui s'appelle Pulse. Donc ça ne commence pas par mes copains dans les entreprises, leur dernier job, leur mouvement, leur nouvelle connexion. Non, ça commence par un média. Donc Pulse, c'est un flux d'informations LinkedIn auquel vous vous abonnez. Donc selon vos centres d'intérêt, vous pouvez suivre des sujets, vous pouvez suivre des entreprises, vous pouvez suivre des leaders d'opinion. Et ensuite, LinkedIn vous pousse, comme dans des flux RSS, les informations sur votre page. Donc déjà, comme c'est vous qui l'avez configuré, vous avez tendance à lire les articles. En général, ça va résonner un petit peu. Ensuite, vous avez ici un certain nombre de personnes qui apparaissent. En réalité, ce sont les gens de votre réseau, au premier niveau, les gens qui sont connectés en direct avec vous. Ici, il s'agit de Michel Emelianov, qui est le président d'Alcatel-Lucent Entreprise, qui est un de nos clients, pour qui on a réalisé l'application que je vous ai montrée tout à l'heure. Et Michel, ici, l'information que je reçois, c'est pas « j'ai changé de job » ou « j'ai fait ci » ou « j'ai fait ça ». Non, il publie un article. C'est peut-être pas lui qui le publie. Peut-être que c'est son service marketing, s'il maîtrise en fait les technos que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais en réalité, toutes les personnes qui vont suivre ici publient des articles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les articles que vous lisez sur Internet, pour plus de la moitié, vous lisez des articles que vous n'avez pas choisis. Vous lisez des articles qui vous ont été poussés par des gens en qui vous avez confiance. Donc vous imaginez le pouvoir des réseaux sociaux de ce point de vue-là. Donc si vous êtes marketeur maintenant et vous voulez vous faire connaître, vous ne pouvez plus faire l'économie de publier dans ces réseaux-là. Je vais vous montrer tout à l'heure des chiffres, c'est assez incroyable, il va falloir que je remette mes lunettes. Mais en termes de capacité de communiquer, moi j'ai un réseau au premier niveau qui est d'à peu près 770 personnes. Dans mon secteur d'activité, donc vous pouvez créer un réseau qui est relativement ciblé par rapport à votre centre d'intérêt, à votre marché, à votre secteur, etc. Ensuite, quand je rajoute le deuxième niveau, ça doit passer directement de mémoire à 17 000 personnes. C'est-à-dire que si moi, l'article de Michel ici, je fais un commentaire ou je fais like, hop, il passe dans mon réseau. C'est-à-dire que Michel a réussi à sauter un cran et à publier en fait son article dans mon réseau. Donc vous voyez l'effet papillon. Donc premier niveau, 770 contacts. Deuxième niveau, 17 000 personnes. Maintenant, je suis, moi, inscrit dans un certain nombre de groupes professionnels que je vais vous décrire ici. Une trentaine ou une quarantaine de groupes professionnels sur mes centres d'intérêt, et ce sont les lieux où sont mes prospects. Donc il faut que je sois membre, il faut que je sois actif. Si je comptabilise tous les membres de ces groupes professionnels, il y en a 1 600 000. C'est-à-dire que ma capacité à communiquer dans mon réseau direct, mes 770 relations, plus le deuxième niveau, plus les groupes dont je suis membre, elle est de 2 millions d'individus par rapport à 40 personnes cet après-midi. Juste pour vous donner une idée du potentiel du réseau. Dans un groupe professionnel comme celui-là, vous voyez, c'est l'ADTEM, donc c'est l'association des marketeurs en France. C'est un groupe qui compte 1600 membres. Vous avez toujours un modérateur qui communique différentes informations. Et de la même façon, vous avez des gens qui communiquent. Vous voyez, ici, c'est une personne en entreprise qui présente en fait une étude sur l'e-commerce. Si vous cliquez sur en savoir plus, vous allez avoir accès à l'article. Et je ne doute pas qu'à l'intérieur, il y a un lien qui va vous proposer en fait d'accéder à la page de téléchargement de l'étude. Et là, on revient dans la mécanique que j'évoquais tout à l'heure avec Alcatel-Lucent sur la manière en fait d'influencer concrètement les gens qui vous lisent et de les amener progressivement vers vous. Et même s'ils ne sont pas à un moment où ils vont acheter vos produits, parce que c'est trop tôt pour eux, vous êtes top of mind. C'est-à-dire qu'ils vont se souvenir en fait du nom de votre entreprise ou de votre nom. Et le jour où ils seront prêts et qu'ils chercheront un fournisseur, ils penseront nécessairement à vous et vous avez toutes les chances d'atterrir dans la shortlist. Donc voilà pour LinkedIn, je voulais m'assurer qu'on soit tous au même niveau de compréhension en fait, de l'opportunité. Première partie de la méthode qu'on vient d'évoquer rapidement. Vos prospects vous trouvent-ils là où ils vont s'informer sur Internet? Deuxième partie, c'est quel est l'impact commercial de vos communications? Et là, quand vous vous évaluez, posez-vous 3 questions.
Une fois que vous avez identifié votre système de décision, la façon dont les décisions d'achat se prennent chez vos clients, et que vous avez identifié les multiples interlocuteurs qui interviennent dans la décision ou qui influencent la décision, patron opérationnel, patron financier, technique, etc., vous leur avez donné des noms. Ce sont vos audiences, il faut que vous leur parliez. Ici, vous allez les identifier dans la verticale, de manière précise. Si vous avez une base de données derrière que vous allez utiliser pour vos campagnes d'emailing, vous allez les typer avec des titres et des rôles. Et vous aurez donc vos audiences qui seront organisées dans la base de données, de telle sorte que quand vous enverrez des campagnes d'emailing avec un contenu spécialisé pour ces différents types d'audience, vous allez les toucher précisément. Et la deuxième grille, c'est à quel niveau en fait est-ce que vous voulez les intéresser. Si vous leur parlez de vos produits, vous allez intéresser une toute petite fraction qui en est justement à la recherche de produits. Et si vous avez affaire à des gens qui sont en train de s'interroger sur leurs problématiques et qui cherchent à voir ce que leurs pairs ont fait par exemple, vous avez intérêt à communiquer au niveau des enjeux et ensuite au niveau des solutions. Et seulement quand les prospects sont prêts, et vous ne pouvez rien faire contre ça, c'est leur rythme, c'est leur cycle, vous allez les intéresser avec vos offres. Et le troisième paramètre, c'est que différents types d'individus vont apprendre et consommer de l'information de manière différente. Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui aiment visualiser, et des gens qui aiment expérimenter, toucher. Et en plus, on est plus ou moins enclin à passer du temps selon le niveau d'engagement qu'on a avec la proposition qui est faite. Donc il faut que vous puissiez varier en fait les supports digitaux que vous allez utiliser pour communiquer. On a parlé d'infographie tout à l'heure. C'est un bon support pour communiquer à des patrons opérationnels sur leurs enjeux. On a parlé tout à l'heure d'outils de conseil interactifs. Si vous devez convaincre un directeur financier sur un business case économique, eh bien, utilisez un modélisateur et il va pouvoir rentrer ses données et avoir un résultat qui est pertinent pour lui. Si vous avez besoin d'influencer un patron technique, présentez-lui un rapport d'analyse qui a pignon sur rue et qui parle de vos produits et de votre société en bons termes. Et vous allez pouvoir l'influencer comme ça, etc., jusqu'aux études de cas, aux témoignages clients en vidéo, etc. Il y a une grande variété maintenant de formats techniques, de supports possibles, donc communiquer de manière variée pour toucher un maximum de vos audiences dans toutes les situations. Dans cette gamme de supports de communication, il y en a un tout à fait particulier qui est extrêmement efficace commercialement parlant. À nouveau, toutes les communications qu'on a jusqu'à présent, c'est vous raconter l'histoire. Ici, l'idée, c'est comme si on envoyait un consultant qui fasse un audit, qui réalise une étude d'écart par rapport à meilleure pratique et qui présente les résultats à son prospect. Et bien maintenant, vous pouvez faire ça en ligne. Ça, c'est l'auto-évaluation d'Alcatel-Lucent. Vous vous souvenez dans la séquence de tout à l'heure? Un questionnaire, 9 situations de collaboration en entreprise qui sont rendues possibles par une technologie particulière de communication unifiée. On décrit ici la situation particulière pour s'assurer que la personne comprend. On décrit la fonctionnalité de collaboration qui est rendue possible par la technologie. Et ensuite, on pose 2 questions. Si vous étiez en mesure de faire ça, quel impact est-ce que ça aurait sur votre business? Et la deuxième question, c'est, et aujourd'hui, avec votre infrastructure télécom actuelle, est-ce que vous êtes capable de le faire? Donc en réalité, avec un outil comme celui-là, vous allez mesurer des écarts. Et vous allez mesurer en fait un certain nombre de besoins que le prospect considère comme étant à fort impact du point de vue du résultat économique, mais qu'il ne peut pas satisfaire aujourd'hui compte tenu de sa situation particulière. Pour moi, ça s'appelle un prospect à qui il faut parler. Et quand vous allez lui parler, vous allez savoir de quoi vous allez lui parler. Et vous allez sûrement l'intéresser. Donc voyez jusqu'où ça peut aller. En fonction des interlocuteurs, vous allez varier les types de conseils que vous allez pouvoir formuler en ligne. Donc si vous êtes face à un patron opérationnel, besoin impact comme on vient de le voir, un écart par rapport à des meilleures pratiques. Si vous êtes face à un patron technique, vous pouvez avoir une espèce d'adéquation technique. Où est-ce que j'en suis en termes de préparation par rapport à une technologie donnée? Et si vous êtes face à un patron financier, vous pouvez un peu en amont de sa réflexion lui proposer un modélisateur de business case, c'est-à-dire si je suis plus efficace dans la collaboration de mes employés, je vais pouvoir réduire par exemple le temps de voyage. Combien me coûte un voyage en moyenne par employé? Combien je peux économiser dans l'année de voyage? Voilà un gain. Donc vous allez communiquer en termes de gains et en termes d'économie.
Et ici, vous allez pouvoir faire la même chose, mais liée à l'offre qui est la vôtre, pour vous différencier économiquement de vos concurrents. Et là, vous voyez la grande différence. Il y a deux grandes différences avec les communications précédentes. La première, c'est que vous lui racontez plus une histoire. Vous lui donnez un modèle entre les mains, et lequel modèle représente votre savoir-faire, votre expertise. Et ensuite, lui va rentrer ses propres données qui caractérisent sa situation particulière, et il va lui-même s'auto-évaluer. Ça a beaucoup plus d'impact psychologique que si c'est vous qui lui dites, vous savez, les autres, ils font comme ça. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est digital, vous recueillez, et les choses sont non ambiguës, hein, donc il n'y a pas de vol, vous recueillez les informations et vous pouvez donc les exploiter derrière commercialement. Et vous pouvez avoir un appel qui est déjà largement nourri par la connaissance que vous avez de ces besoins particuliers. Et vous pouvez donc être plus intelligent, apporter plus de valeur ajoutée, vous différencier de vos concurrents, etc. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur ces outils qui sont extrêmement performants. Ça, c'était le deuxième volet dans votre évaluation sur l'impact commercial de vos communications. Le troisième et dernier volet de votre évaluation, c'est votre site web. Donc vous avez tous un site web, on a tous un site web. Mais quelle est son efficacité du point de vue commercial? Est-ce qu'il va motiver les gens à prendre contact? Est-ce qu'il va faciliter en fait l'engagement commercial? Ici, deux grands axes. Les études démontrent que lorsque les gens vont sur un site web, de manière consciente, ils y vont, ils recherchent des informations précises. Ils veulent savoir qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres, pourquoi ils ont intérêt à travailler avec vous et éventuellement combien ça va leur coûter. Donc ça, c'est balisé, il ne faut pas être créatif. Il faut communiquer efficacement sur ces sujets-là et il faut rendre l'information accessible. La deuxième chose, c'est toutes ces techniques de génération de demande. Vous pouvez faciliter en fait un engagement commercial. Vous pouvez proposer éventuellement une navigation par audience. Dire, bah tiens, si vous êtes directeur industriel, directeur de la production, rentrez donc par là. Vous allez avoir tout un tas de contenus qui concernent les directions de la production. Si vous êtes patron de la maintenance, rentrez plutôt par là. Si vous êtes patron des achats, rentrez plutôt par là. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en avant le livre blanc que vous venez de faire sur les tendances du marché, les enjeux, le rapport d'analyse qui met votre société en avant, etc. Donc vous allez mettre en avant ces contenus, ces appâts en réalité, à forte valeur ajoutée, qui vont justifier que votre prospect remplisse un formulaire. Et là, bingo, ils sont dans la base de données, ils rentrent dans l'entonnoir, et après vous allez pouvoir les tracer et savoir où ils en sont. Donc il y a tout un tas de techniques comme ça qui vont favoriser le contact. Sans oublier évidemment aujourd'hui la visualisation sur smartphone, la visualisation sur tablette. Hein, ça commence le matin au petit déjeuner, ça se poursuit dans le métro ou dans le train, voire dans l'avion avant qu'on décolle, ça se poursuit dans la journée sur son ordinateur de bureau, ça se prolonge dans la soirée avant le dîner, avant de se coucher, etc. Et on passe à travers les équipements, mais il faut que l'information soit facile à visualiser. Il faut, si vous avez un lien de contact email qui soit cliquable sur le smartphone comme il est sur le site web. Si je suis dans la voiture et que je me dis tiens, j'ai envie d'appeler ces gens de Néo-Canal, je vais accéder vite au numéro de téléphone, et si je suis dans mon smartphone, je peux pas, j'ai qu'une main, je peux pas chercher, il faut que je clique sur le numéro et hop, ça part. Donc il y a un certain nombre de techniques comme ça qui vont permettre un engagement commercial plus efficace. Voilà, donc les trois volets en fait de votre évaluation. Vous aurez à disposition sur notre site web, si vous avez envie d'appliquer ces petits principes, une checklist qui sera, je crois, disponible ce soir. Et ensuite, si vous êtes vraiment intéressé par un diagnostic approfondi que vous souhaitez que nous fassions gratuitement pour vous, à ce moment-là, vous verrez qu'à un endroit donné, vous avez une demande de diagnostic, remplir évidemment un formulaire. On s'applique à nous-mêmes les bonnes techniques et vous pourrez avoir un diagnostic plus approfondi. C'était la partie savoir s'évaluer pour justement mesurer en fait la marge de progression. La deuxième partie, c'est optimiser les méthodes de prospection commerciale. Donc là, ce n'est pas que du digital. C'est tous les moyens que vous mettez en œuvre dans votre entreprise pour aller gagner des nouvelles affaires. Ce n'est pas seulement des nouveaux clients, c'est aussi des nouvelles affaires chez vos clients existants. Donc plus du même produit chez un même client, mais aussi des ventes croisées, lui vendre des produits différents chez un même client. Donc, vous avez ces trois moyens fondamentaux qui sont toutes les activités de marketing conventionnel, les salons, les conférences, la pub, etc. Vous avez l'activité de prospection, donc c'est le temps particulier qui est consacré par vos commerciaux à aller faire du business additionnel, pas à gérer les clients, à faire de l'administration, etc. Donc, c'est un pourcentage de leur temps.
sauf si vous avez dans votre modèle de vente des commerciaux qui sont uniquement des chasseurs. Et ensuite, vous avez la part du digital. Donc, la première grande question pour vous, c'est de vous dire quelle est la meilleure combinatoire. Est-ce que pour aller attirer tous ces prospects très en amont dans leur réflexion, est-ce que j'ai plus intérêt à utiliser des commerciaux qui coûtent cher, qui ne sont pas forcément très compétents pour parler des enjeux business de mes clients, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à utiliser le digital, etc. Donc, en fonction des niveaux d'engagement avec vos prospects, posez-vous la question de la meilleure méthode. De la meilleure méthode du point de vue de sa contribution à votre chiffre d'affaires, à la croissance de votre chiffre d'affaires, du point de vue de ce qu'elle vous coûte, il y a des méthodes qui sont plus ou moins coûteuses, et du point de vue de sa productivité économique. Regardez par exemple tous les salons que vous avez faits, combien ça vous a coûté et combien ça vous a rapporté en affaires signées. Valorisez-le, valorisez-le en marge. Faites le rapport avec ce que vous a coûté les salons. Si vous faites de la prospection téléphonique, même chose. Regardez ce que vous coûte le digital. Publier dans les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. Ça coûte le temps de la personne qui va rédiger l'article, etc. Vous voyez, donc vous pouvez regarder à la fois l'efficacité commerciale et trouver la meilleure combinatoire dans une espèce d'expérience prospect qui est homogène et efficace. Et ensuite, posez-vous la question systématiquement des coûts. Alors, en matière de modèle économique, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure pendant la table ronde. Moi, je vous propose de vous focaliser sur 3 métriques. On est à nouveau sur la visualisation du pipeline. Vous avez dans l'année un objectif de chiffre d'affaires ou un objectif de croissance, de nouvelles affaires. Combien vous faut-il tout en haut de marques d'intérêt de premier niveau pour arriver à conclure le nombre d'affaires dont vous avez besoin, compte tenu d'une valeur moyenne d'affaires, pour générer le chiffre d'affaires donné. Donc vous avez ici une représentation quelque part de votre processus de prospection de bout en bout. Et là, je ne parle pas, comme ça a été évoqué ce matin, de service marketing digital et de service commercial. Moi, je regarde tout. Depuis le premier contact jusqu'à je signe l'affaire. Le commercial va signer l'affaire, ce n'est pas forcément lui qui a trouvé le prospect. Donc, regardez 3 métriques. À chaque étape de votre process, il peut y en avoir plus de 3. Process de génération de demande en amont et le process de conclusion commerciale en aval. Regardez les volumes. Donc, combien vous avez de marques d'intérêt, combien vous avez de prospects intéressés, combien vous avez de prospects motivés, combien vous avez de prospects engagés, combien vous avez de clients à l'arrivée. Ensuite, regardez, puisque vous avez les volumes à chaque étape de votre process, regardez les taux de conversion. Combien vous en convertissez? Combien vous faut-il de marques d'intérêt en amont pour générer tant d'affaires en aval? Et ensuite, la 3e métrique qui a une incidence économique sur votre résultat, ce sont les temps de cycle. Si vous êtes capable, parce que vous êtes plus efficace dans votre communication, de raccourcir le temps qu'il faut pour faire une affaire, vous allez faire plus de chiffre d'affaires dans l'année. Voilà les 3 métriques fondamentales qu'il faut que vous analysiez quand vous regardez en fait les coûts et la productivité économique. Et la deuxième chose, qui n'est pas habituelle, que la plupart des entreprises ne font pas, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas un pipeline, vous en avez 3. Ou alors vous avez un seul pipeline qui est constitué en fait de 3 flux. Le premier flux, ce sont les affaires qui ont été signées par les commerciaux, si vous êtes dans un modèle B2B avec une force de vente ou des revendeurs, mais qui sont d'origine marketing, c'est-à-dire c'est des gens que vous avez contactés, que vous avez rencontrés pour la première fois dans un salon par exemple. Le deuxième flux, c'est les affaires qui ont été signées par les commerciaux dans un modèle classique B2B et qui sont effectivement d'origine commerciale. Et puis le troisième, c'est les affaires signées par les commerciaux et qui sont d'origine digitale. C'est des gens qui ont lu un article, qui ont cliqué sur un lien, qui sont venus faire une auto-évaluation, et puis 3 mois, 4 mois, 5 mois après, ils ont frappé à la porte en disant « on sait ce qu'on veut, vous êtes une entreprise dans notre shortlist, est-ce que vous pouvez nous faire une proposition ?» Et là, vous appliquez le jeu des métriques à chaque flux. Et ce que vous allez constater, c'est que les métriques ne sont pas les mêmes. C'est que d'une origine à l'autre, la valeur moyenne des affaires va changer, les taux de conversion vont changer. Et ça, vous pouvez l'analyser parce que ça va donner une idée de la productivité économique de chaque canal. Et ça va vous aider à régler la combinatoire. Où est-ce que vous utilisez les commerciaux en fonction des taux de conversion? Où est-ce que vous utilisez le digital en fonction des volumes et des taux de conversion, etc. Donc ça, c'est le deuxième outil que vous pouvez utiliser pour optimiser financièrement votre prospection commerciale. On a mis à votre disposition un petit outil qu'on utilise, qui est un calculateur,
Il sera mis à disposition lundi, je crois, sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est très simple, mais il est déjà structuré. Donc, il n'y a pas besoin de le refaire. Donc c'est les 3 pipelines que je vous ai montrés, les 3 flux, avec des entrées pour rentrer les volumes, les taux de conversion, etc. Et l'outil fait la différence derrière. Ici, c'est un exemple avec des taux de conversion qui sont relativement réels. Et je voudrais attirer votre attention sur une chose. Ici, l'objectif de chiffre d'affaires additionnel de l'entreprise, nouveaux clients et clients existants, est de 6 millions d'euros. Là, on considère que le digital doit contribuer, en termes d'origine des affaires signées, à hauteur de 30%. Ce qui représente un chiffre d'affaires d'1,8 million €. Comme je suis dans un business où la valeur moyenne d'une affaire est de 90 000 €, il faut que je signe 20 affaires. Les commerciaux, parce que ça, ce taux de conclusion, je le connais en général, une fois qu'ils ont qualifié une affaire et qu'ils ont les crocs dans la bête, en général, ils en signent, 1 sur 3, 33%, etc. Et vous avez tous les autres taux de conversion qui remontent jusque tout en haut du pipeline. C'est un calculateur inversé. Le pipeline est à l'envers. Et là, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Regardez le nombre de marques d'intérêt qu'il vous faut générer pour signer 20 affaires. 9500. Vous vous souvenez de la statistique tout à l'heure ? 54%. Pour générer le même chiffre d'affaires aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut générer 54% en plus qu'il y a quelques années d'intérêt sur le marché. Et en général, on raisonne en termes de prospects qualifiés. Là, moi, je raisonne en termes de marque d'intérêt. Quelqu'un qui lit un article, par exemple, c'est une marque d'intérêt. Donc, vous voyez, en fait, le besoin est énorme. Si vous voulez vraiment réussir et faire vos chiffres ou accélérer votre croissance, il faut que vous ayez une activité de communication qui est vraiment énorme et qui probablement, si vous n'utilisez que des moyens conventionnels, dépasse votre capacité financière. Vous n'y arriverez pas. Donc le digital est incontournable. Il faut que vous l'utilisiez au bon endroit. Il faut que vous dépensiez plus en digital dans le mix. Ce n'est pas forcément un coût supplémentaire. Peut-être vous pouvez faire des économies sur les salons. Peut-être vous pouvez faire des économies sur la prospection téléphonique et faire un transfert de charge. Et ensuite dépenser cet argent au profit du digital éventuellement. Donc ça, c'était la deuxième partie pour vous aider, c'est vous donner quelques clés pour réfléchir financièrement à l'optimisation de votre prospection commerciale. Et la troisième partie, c'est ensuite comment est-ce qu'on transforme ces réflexions et ces décisions dans un plan opérationnel. Voilà la feuille de route. Ça m'énerve depuis tout à l'heure, ça je ne sais pas comment faire. Mais c'est pas grave. Le premier, là, c'est... Vous avez déjà défini en fait des objectifs de chiffre d'affaires additionnel, de prospection. Vous allez pouvoir éventuellement les assigner à chacun des 3 canaux et notamment au digital. Et vous avez aussi des objectifs de rentabilité en fait de vos dépenses en développement commercial. Donc ça, c'est quand même le point de départ absolument obligatoire. Ensuite, une fois que vous savez combien d'affaires en plus vous allez chercher sur le marché, vous allez réfléchir en termes de segments de marché. Quels sont les produits que je vais pousser? Quels sont les segments de marché sur lesquels je pense qu'il y a de la demande? Et à l'intérieur de ces segments de marché, comment je vais m'y prendre? Donc, quels sont les interlocuteurs qui vont participer de la décision d'achat? Quels sont les enjeux? Et quelle histoire je vais bien pouvoir leur raconter pour les attirer, pour les motiver et pour les convaincre? Et ça forme votre stratégie de prospection digitale. Ensuite, vous allez définir ce que nous appelons la cartographie éditoriale. Vous savez, c'est le schéma avec les 3 colonnes. Vous avez vos différents types d'audience qui sont dans la verticale. Vous avez le niveau de communication, enjeux, solutions, offres à l'horizontale. Et à l'intersection, c'est vous qui allez décider. Je vais faire un livre blanc sur tel sujet parce que ça va donner tel résultat, etc. Donc vous allez dans cette matrice positionner les communications dont vous pensez avoir besoin pour mettre en œuvre votre stratégie de prospection digitale. Ensuite, il faut que vous vous donniez un rythme. Un rythme parce qu'il faut communiquer régulièrement, efficacement sur le marché tout au long de l'année. Et aussi un rythme parce que vos ressources ne sont pas infinies et qu'il faut bien que vous programmiez le travail aussi tout au long de l'année. Donc vous allez définir le cadencement, la séquence de toutes vos campagnes de communication, notamment digitales, tout au long de l'année. Vous allez définir votre rythme. À partir de ce moment-là, vous êtes prêt
à mettre en œuvre. Donc il faut que vous ayez la bonne infrastructure technologique. Et au niveau fondamental, les logiciels que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc quelque chose qui vous permet de publier efficacement sur les réseaux sociaux, de ramener les gens vers votre site internet ou d'autres ressources que vous construisez sur internet, de tirer parti de cette information, de qualifier l'information et de la passer aux commerciaux à bon escient. Donc fondamentalement, ce n'est pas énorme. C'est un logiciel de marketing automation que vous branchez à votre site web. Si vous avez un CRM, vous le branchez en aval à votre CRM et qui exploite la base de données de prospection, la base de données clients que vous avez. Voilà l'infrastructure techno dont vous avez besoin pour prospecter. Et la dernière chose, c'est qu'il vous faut quelques bras pour piloter l'ensemble des campagnes. Donc il faut que vous ayez les bonnes personnes pour lancer les campagnes d'emailing de la bonne façon au bon moment, faire l'amplification, la caisse de résonance dans les médias sociaux, suivre la réalisation et comme on mesure tout en temps réel dans le détail, s'assurer qu'on est bien sur le cadencement en termes de réalisation commerciale et économique. Donc ça, c'est le pilotage. Donc ça, c'est votre feuille de route. Vous pouvez à la limite progresser comme ça. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est le représenter dans un cadencement annuel comme ça. Donc, il y a vraiment trois choses au niveau opérationnel. Il y a les communications dont vous avez besoin pour impacter le marché. Il y a l'automatisation, il y a le pilotage, c'est lancer les campagnes et mesurer les résultats. Ici, vous allez pouvoir définir dans le temps à quel moment vous allez créer quelle communication. Là, vous allez identifier éventuellement l'évolution de la base de données, quand vous allez brancher les logiciels entre eux, etc. Et là, vous allez vraiment régler en fait votre fréquence de communication. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre rythme, en fait, votre plan opérationnel qui est créé là-haut. Si vous avez envie derrière de l'exprimer en termes économiques, c'est pas très compliqué. Vous démarrez en positionnant la base de données que vous allez peut-être devoir faire grandir. Si vous voulez atteindre un certain objectif de prospect, compte tenu des taux d'ouverture des emails, des taux de clics, etc., qu'on connaît, vous allez pouvoir définir la taille de la base de données dont vous avez besoin. Et ensuite, en fonction de votre cycle de vente, est-ce qu'il vous faut 2 mois pour conclure une affaire qualifiée ou est-ce qu'il faut 2 ans? Et en fonction de la valeur moyenne des affaires et de votre taux de marge, vous allez en fait programmer à quel moment et combien vous allez avoir de prospects compte tenu d'un taux d'ouverture, par exemple, de 0,30%, qui est très faible. Combien vous allez avoir de retours dans vos campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Ensuite, si vous avez un cycle de vente, par exemple, de 2 mois par rapport au moment où vous avez qualifié une affaire, vous rajoutez 2 mois et vous indiquez, par exemple, la valeur de prise de commande. Vous l'indiquez en chiffre d'affaires, vous l'indiquez en marge. Comme ça, vous pouvez calculer un retour sur investissement. Combien de marge additionnelle vous avez généré grâce au dispositif de prospection digitale. Combien le dispositif vous a coûté. Vous avez votre retour sur investissement, vous avez votre payback. C'est-à-dire combien de temps il me faut pour rentrer dans mes frais au début. Donc là, c'est une vision très opérationnelle. Voilà ce qu'il faut faire. Vous mobilisez les troupes. Et là, c'est entre guillemets le pendant plus financier pour savoir quand vous allez devoir dépenser de l'argent, à quoi et quand est-ce que ça va rapporter de l'argent. Mais dans le temps, pas sous la forme d'un modèle économique ou d'un business case, mais vraiment dans un calendrier opérationnel. Et ça, quand on est une petite entreprise et qu'évidemment la trésorerie est tellement importante, c'est super important. Et on parlait de gestion du changement tout à l'heure. Si vous voulez convaincre un patron qu'il faut y aller, vous ne ferez pas l'économie de ce calcul-là. Voilà, on est presque au bout. C'était bien que le troisième ne vienne pas, parce que je ne suis pas sûr d'être dans les temps. Mais je vais occuper l'espace et le temps. Bon, je voudrais juste conclure. Donc on a vu ces 3 choses-là. Je voudrais conclure par une petite vidéo qui est un peu plus pour s'amuser en fin de journée. Et qui... Voilà, c'est une petite vidéo qui, de notre point de vue, symbolise ce que la prospection commerciale devrait être à l'heure du digital. Ça s'appelle l'inbound marketing, la prospection simplifiée. Plutôt que d'aller frapper à la porte, c'est les prospects qui vous tombent tout cuit dans le bec grâce à toute votre communication digitale.
J'espère que vous aurez apprécié le petit voyage au pays des safaris. Et sur ce, je vais remettre un slide avec les ressources et les liens que vous pourrez aller consulter sur notre site web si vous le souhaitez. Je vous remercie.